Plagiat, deuxième. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'était pas prévue au programme. Je vous avais préparé autre chose pour cette semaine, mais tant pis, voilà, ça bouscule un peu les choses. De toute façon, vous ne savez pas, vous découvrirez ça la semaine prochaine. En fait, cette vidéo, elle est suite aux polémiques qui traînent pour le moment dans le monde du tricot. Et je pense qu'en tant que personne, en tant que designer, je pense qu'il est important de donner de la voix, en fait, de dire ce que l'on pense. Et surtout dans le monde francophone, parce que voilà, il y a quand même 2-3 vidéos sur le sujet dans le monde anglophone. Mais ceux qui me regardent ne sont pas nécessairement anglophones. Et je pense que c'est important de remettre un peu les choses au clair à ce niveau-là. Alors, cette vidéo, elle existe déjà. Alors, je ne partage pas à 100% l'avis de Barbara, mais en grosse majorité, cette vidéo, le thème de cette vidéo a été fait par Barbara Watch Barbara Knits. On en a pas mal discuté avec elle. J'ai demandé son accord pour pouvoir faire la même chose en français. Elle m'a dit OK, voilà, vas-y, parce que bon, je pense que c'est important de parler de ce sujet. Alors aujourd'hui, on va parler plagiat. J'ai fait une vidéo sur le sujet au niveau légal et ce qu'il en est sur le plagiat, mais en fait, cette vidéo, elle vient surtout complémenter la vidéo que j'ai faite il y a 3 semaines, je pense, parce qu'il y a de plus en plus d'attaques sur les designers au niveau du plagiat, et en fait, ça amène à des réflexions, et je pense à une certaine conduite à tenir, et surtout, en fait, des réflexions que moi, personnellement, je partage. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes libre de dire ce que vous pensez ici en commentaire, parce que je pense qu'en fait, c'est important que vous partagiez ce que vous pensez ici. Mais je pense que c'est surtout une mise en garde pour les tricoteurs et sur la façon dont vous gérez l'accès aux réseaux, enfin, les commentaires aux réseaux sociaux sur voilà, qu'est-ce que le plagiat et pourquoi est-ce que accuser quelqu'un de plagiat a un impact et pas des moindres? Alors tout d'abord, je ne vais pas revenir sur le sujet du plagiat puisque j'en ai parlé dans la vidéo là, que je vous ai mis ici au-dessus. Il faut savoir que le monde du tricot, c'est séculaire. J'ai fait une vidéo sur l'histoire du tricot. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il y a des milliers, voire des millions de personnes qui ont tricoté. Les points sont des points qui sont dans des dictionnaires, qui existent depuis très longtemps. C'est rare quand on invente de nouveaux points maintenant. Il existe de temps en temps de nouvelles techniques. Mais il faut savoir que, comme c'est quelque chose de séculaire, qui est quelque chose qui circule beaucoup dans le monde féminin et masculin, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui tricotent, que c'est très lié au culturel, il faut savoir que vous allez retrouver des choses qui vont se ressembler. C'est l'automne, là maintenant, je vous donne un exemple. Vous avez les feuilles qui tombent et ben, vous vous baladez, vous êtes designer, vous vous baladez, vous voyez les feuilles. Oh, tiens, une feuille d'érable, par exemple. Ça vous inspire un patron et vous dites « Oh, ben, je vais le designer et je vais en faire quelque chose et je vais le mettre sur une bordure de châle. » Mais vous pensez bien que des érables, il y en a une multitude. Il y en a au Québec, il y en a partout des érables. Enfin, à peu de choses près. Vous en retrouvez en Chine, vous en retrouvez au Japon, vous en retrouvez en Europe, vous en retrouvez au Québec, au Canada. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, mais bon, la feuille typique d'érable, vous la retrouvez un peu partout, enfin, en gros, beaucoup dans l'Europe occidentale, et donc c'est pas un hasard que deux personnes, par hasard, vont se retrouver face et dire « Oh ben tiens, moi j'ai envie de faire quelque chose, et oh ben tiens, j'ai envie de designer une feuille d'érable. » Voilà. Est-ce que c'est de la copie? Non, ça s'appelle une coïncidence. Je donne un autre exemple. Par exemple, vous avez les photographies. Combien de photographies de la Tour Eiffel avons-nous? Énormément. Et pourtant, les photos de la Tour Eiffel sont protégées parce qu'elles ont été vues par l'œil du photographe. Et pourtant, c'est la Tour Eiffel et ça reste la Tour Eiffel. Ça reste la même, elle n'a pas changé depuis plus de 100 ans, mais en fonction de la façon dont le photographe la voit, dont il met des couleurs, donc il fait la post-production, eh bien, cette Tour Eiffel, elle va ressembler un peu moins dramatique, si vous voulez, un peu plus joyeuse, ou quelquefois très sombre, parce que c'est l'œil du photographe qui joue. Donc tout ça pour en revenir à dire que ce n'est pas parce qu'il y a une ressemblance dans deux patrons qu'on en arrive à faire la même chose. Le monde street tricot, c'est un monde limité, comme je l'ai dit,
vous avez une série de points qui sont séculaires. On n'a pas 56 000 constructions. Un être humain, il est construit d'une certaine manière, et donc faire un pull pour un être humain, on ne va pas lui rajouter une manche de plus, forcément. Donc on a un nombre limité de constructions qui peuvent varier un petit peu, mais pas énormément en fonction du designer. Alors oui, de temps en temps, on a une construction qui part d'un bras à l'autre, mais ça existait déjà. On a un nombre limité de points. Alors, ils sont multiples, les points. Il faut être d'accord que c'est pas, on ne se limite pas à 10 points, on en a plusieurs milliers, mais il n'empêche qu'ils sont limités. On est culturellement relativement influencé, quand vous êtes designer francophone, vous êtes, et européen, je vais dire, vous êtes influencé plus ou moins par la même culture. Un asiatique va être influencé par sa culture. Quelqu'un qui vit sur le continent nord-américain ou sud-américain va être influencé par sa culture. Donc, on a tout ça qui fait que, bien forcément, vous avez un monde créatif qui est un tout petit peu plus restreint que certains autres modes créatifs. Donc forcément, quand il s'agit d'habillement, vous allez retrouver des choses qui vont se ressembler. Et puis on a les tendances, la mode, tout le monde connaît ce que c'est que la mode, et tout le monde sait que quand vous avez des grands défilés de couturiers, il y a une tendance qu'il s'en dégage. Même quand on part de Dior et par exemple de Gaultier, il y a une tendance qui se dégage. Pourtant, Dior et Gaultier, on ne peut pas dire qu'ils c'est la même chose, mais il y a une tendance, il y a des mouvances qui font que certains produits peuvent se ressembler. Donc, vous avez un monde fini d'une certaine manière qui fait que les coïncidences arrivent encore plus fréquemment que dans un monde infini où il y a une multitude de possibilités. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur le sujet? Si vous mettez 5 designers dans une pièce et que vous leur proposez un patron et vous leur proposez une image d'un modèle X ou Y, et vous lui dites, ok, tu transformes ça en tricot, vous devez respecter la construction, et allez-y. Voilà, vous devez respecter le look extérieur du tricot, allez-y. Alors peut-être que la couleur va pas être la même, mais par exemple c'est un raglan, ils vont devoir faire un raglan, c'est un pull qui atteint les hanches, ils doivent faire un pull qui atteint les hanches, ça doit être un col en V, ils vont faire un col en V. Eh bien, sur ces 4 ou 5 designers différents, vous allez tous avoir une appréhension de la technique et de la construction qui va être différente. Tous vont construire ça d'une manière ou d'une autre. Certains du bas vers le haut, d'autres du haut vers le bas. Ils vont faire des diminutions comme ceci, des diminutions comme cela, sans que le look extérieur ne change. À côté de ça, il y a l'écriture, parce que c'est le designer, il ne se contente pas de reproduire une pièce, il écrit le patron. Et comme des écrivains, nous avons tous notre façon d'écrire qui est différente d'une personne à l'autre. Donc vous allez avoir, pour un même produit visuel, 5 produits différents issus des PDF, des livres, des patrons en fait, publiés n'importe comment, que ce soit imprimé ou que ce soit en version numérique, qui vont être différents parce qu'on a tous notre style différent. Vous donnez ces 5 patrons à 500 tricoteurs, eh bien ces 500 tricoteurs, ils vont interpréter ça tous de leur manière et tous d'une manière différente. Et il y en a à qui, le designer 1, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, ils doivent passer au designer 2, parce que la façon de penser du designer 1 ne sera pas la façon de penser du tricoteur 2, par exemple. Donc, il va se retrouver plus dans le designer 5, par exemple. Donc, vous avez une multitude de tricoteurs qui ont une façon de penser, qui vont s'adapter et apprécier plus la façon d'écrire d'un designer 1 que du designer 1 que d'un designer 2. Donc, vous avez une multitude de façons d'interpréter. Et puis, il n'y a rien à faire. Il y aura leur touche qui sera personnelle, la touche personnelle du tricoteur et la touche personnelle du designer. Donc, sur une image, vous ne pouvez pas dire c'est le produit identique, parce que le produit, c'est quoi? C'est pas l'image. Le produit, c'est le PDF. Donc, tout ça, je vous pose un contexte pour expliquer pourquoi est-ce que... ici, je vais aborder le sujet de pourquoi est-ce que c'est négatif, en fait, d'accuser quelqu'un de plagiat sur base d'une image. Parce que là, on en arrive à des extrêmes qui entraînent une ébullition dans le monde du tricot, alors qu'on ne parle que de tricot, n'est-ce pas, hein? On parle, alors moi, c'est mon moyen de vivre, mais c'est quand même un loisir. Donc il faut garder un peu l'église au milieu du village et revenir un peu plus revenir un peu sur terre, quoi. Enfin voilà, quoi. Ça ne vaut pas la peine de commencer à démolir des gens pour du tricot. Donc même si visuellement un patron ressemble à un autre,
est-ce qu'il est vraiment un autre? Non, en fait, puisque c'est pas l'image qui est exploitable ici, c'est le patron. Et le patron, à moins qu'on ait copié et qu'on soit au-dessus de l'épaule de l'autre designer et copié mot pour mot ce qu'il a écrit, c'est votre propre production personnelle. Donc c'est ça qui est le produit. Et c'est ça que nous, on vous vend. Et c'est ça qu'on ne peut pas considérer comme un plagiat. Alors, pour que vous preniez conscience un peu ce que coûte un patron au designer, ce que coûte en temps, en argent au designer, je vais vous expliquer un peu le process. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais je pense que c'est nécessaire de remettre les choses au clair. D'abord vient l'idée. Alors, l'idée, ça peut être, je vous ai parlé tout à l'heure, de la feuille d'érable que vous rencontrez, que vous dites, ah tiens, je l'intégrerai bien dans une bordure de châle. Ça peut être une bordure de châle, ça peut être un col, ça peut être le col d'un pull, ça peut être le bas d'un pull, ça peut être des manches, enfin, peu importe. Vous avez envie d'intégrer le motif d'une feuille d'érable. La feuille d'érable, vous n'êtes pas la seule à le voir. C'est l'automne. La coïncidence est que machin, situé à 3000 km de chez vous, va trouver une feuille d'érable au même moment, ou plus ou moins, et va avoir la même idée. Ça arrive, et ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit, surtout avec des patrons relativement simples. Donc, la feuille d'érable, tiens, je l'intègre, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre chez moi, je prends mes magazines de tricot, je prends mes livres de points, que j'ai payés, parce que je les achète, et je commence à consulter les points. Et je commence à cogiter en me disant, oui, comment est-ce que je pourrais faire, intégrer ça, sous quel motif, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. Je regarde les points, peut-être que je vais changer le sens des diminutions, peut-être que je vais choisir d'autres diminutions ou d'augmentations. Donc, je commence à me dire, tiens, avec ça, je pourrais en sortir une feuille d'érable. Après ça vient le choix de la laine. Le choix de la laine, soit c'est de la laine que j'ai dans mon stock, cette laine, je l'ai payée, soit c'est de la laine que je vais acheter, parce que je veux telle couleur, telle épaisseur, telle fibre, tel fil, ou c'est une laine que je vais avoir en collaboration avec un teinturier ou une marque de laine. Donc là déjà, il y a quelqu'un d'extérieur qui peut intervenir à ce niveau-là. Et parfois, ces marques de laine, vous signez un contrat de travail avec elles. Donc une fois que vous avez trouvé votre laine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous recevez votre laine, vous allez commencer à échantillonner. Vous allez commencer à échantillonner, ça fonctionne, ça fonctionne pas, à essayer, à bloquer, à choisir les couleurs, à vous dire, tiens, cette couleur-là, c'est un peu mieux, c'est un peu moins bien. Enfin, quelquefois, on est sur le choix des couleurs avant, soit on est après. Ça dépend un peu de comment ça fonctionne. Et vous essayez, vous choisissez le nombre d'aiguilles que vous voulez, vous essayez les diminutions que vous avez pensées, mais ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Donc, on fait un échantillon de ce qu'on veut produire. Après ça, on va commencer à prototyper. Un pull, on prototype dans une taille donnée, donc il faudra X chevaux. Moi, en général, je choisis moi ou ma fille, donc soit je choisis une grande taille, soit je choisis une petite taille, enfin une taille 36, 38, 36 plutôt, et je commence à prototyper. Et là, le prototype, c'est quoi? C'est commencer, c'est faire, défaire, faire, défaire, faire, défaire, parce qu'on part de rien. Et prendre des notes en même temps. Donc, je commence, je tricote, je fais mon col, je fais mon pull, bah, oh, j'ai été trop loin dans l'emmanchure, je détricote. Ah non, ça c'est moche, je détricote. Puis je recommence, etc., etc. Donc c'est un processus qui prend du temps, le prototype. Une fois mon prototype terminé, mes notes, je les ai. Mes notes, je vais les mettre au clair. On est sur le cas d'un pull. Je vais les mettre au clair, je vais les écrire dans un logiciel de publication qui est payant souvent. Alors il existe des logiciels d'édition qui sont non payants. Moi je l'ai fait pendant tout un temps, mais maintenant je suis passée avec du payant. Il est payant, vous payez un abonnement mensuel. Hein, pour ne pas être mystérieux à ce sujet-là, il s'agit majoritairement d'InDesign. On travaille beaucoup tous avec InDesign. C'est le logiciel qu'on utilise pour la publication. Pas toujours, mais enfin bon, en général, souvent c'est là-dedans. Vous commencez à écrire votre patron, et puis vous avez des extrapolations à faire dans le cas d'un pull. Quand vous êtes un designer et que vous êtes attentif aux personnes qui vous entourent, vous savez que toutes les tailles ne sont pas du 36 et que vous ne pouvez pas vous contenter de proposer 3 tailles, S, M ou L. Donc vous allez faire des extrapolations, réfléchir à comment ça peut bien tomber sur une grande taille, comment ça peut tomber sur une toute petite taille, et où placer et comment faire pour que ce soit harmonieux sur tous les corps. Alors ça ne sera pas parfaitement identique, puisque forcément tous les corps ne sont pas identiques, mais vous essayez que ce soit harmonieux sur tous les corps. Donc ça prend du temps. Une fois que votre patron est terminé, vous allez faire quoi? Vous allez faire un appel à test. Et donc, vous allez impliquer d'autres personnes encore.
Ces personnes, ce sont des personnes volontaires qui veulent tricoter un patron parce que le patron vous leur plaît, et ils vont bêta-tester, comme on le fait dans les jeux informatiques, le patron, relever les erreurs, faire dire bah, tiens, ça fonctionne, ça, moi j'ai pas bien compris, et permettre d'adapter quelque chose qui convienne. À côté de ça, vous allez faire intervenir un tech editor. Le tech editor, c'est quoi? C'est la personne qui va corriger votre patron, qui va chercher les typos, mais qui va aussi chercher les erreurs de tricot, et qui va vous dire, tiens, moi j'orienterai plus ça sur ça, ou plus ça sur ça. Donc le tech editor, c'est quelqu'un qui intervient aussi dans le jeu du patron, et qui, là, que vous payez forcément, parce qu'en général c'est leur travail hein, de tech editor, et donc cette personne, elle va tricoter le patron dans sa tête, et elle va vous faire des modifications ou pas, ça dépend un peu de l'état du stade du patron, la complexité du patron, bon, le travail est quelquefois plus important dans un patron que dans un autre, mais voilà, ça, la tech editor, elle arrive là. Après ça, votre patron est en test, il est chez quelqu'un, vous planifiez une publication, il faut faire des photos pour que ça présente bien. Allez, tout le monde n'a pas des talents de photographe et donc quelquefois il faut payer un photographe pour pouvoir faire des photos. Donc s'arranger pour faire ça à un moment donné de sa journée ou à un moment donné de son week-end pour faire les photos. Et si on n'a pas besoin d'un photographe, il faut du matériel qui soit un matériel de qualité, parce que vous n'allez pas faire des photos qui rendent bien sur un patron et sur Ravelry et sur les réseaux sociaux avec votre appareil photo, votre téléphone qui rend l'âme et qui n'est pas capable de vous faire des photos très correctes. Donc c'est un investissement aussi, le matériel photo. Quel qu'il soit, pas besoin de dépenser 3 000 € dans un objectif, hein, on est bien d'accord, mais ça a quand même un coût, mine de rien. À côté de ça, vous avez des designers qui proposent des tutoriels vidéo. Idem, le tutoriel vidéo, là je suis en train de vous parler, je vais parler pendant, je sais pas moi, 20, 30 minutes, 40 minutes, eh bien, c'est du matériel. J'ai investi dans une caméra, j'ai investi dans des cartes mémoire, j'ai investi dans un micro, j'ai investi dans tout ce qui est derrière vous. Je vais prendre tout ça et je vais le passer dans un logiciel d'édition. Ce logiciel d'édition, il coûte aussi et ça me prend du temps. Donc ça, un designer qui vous propose des vidéos techniques sur les points A particuliers, c'est du temps, c'est du travail. Et ça lui nécessite quand même beaucoup, beaucoup d'investissement. Parce que la vidéo, c'est encore autre chose que la photographie, ça nécessite énormément d'investissement, c'est compliqué. Donc, et ça prend énormément de temps. Rien que pousser sur YouTube, ça prend quelquefois 3, 4, 5 heures. Donc, une vidéo d'une heure, l'heure que vous regardez, ben, c'est 2 jours de travail en général. Donc une fois que vous avez fait vos vidéos, ben, le patron, et là, c'est là où vous vous dites, ah, ben là, maintenant, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Et là, on vous dit, ton patron, il ressemble à quelqu'un, à celui de machin. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce qu'on n'en est pas encore au stade de la publication, ou vous en êtes au stade de la publication et vous le poussez sur Ravelry, vous le mettez sur Ravelry, vous le mettez sur votre site internet, vous le mettez sur Loftcraft, vous le mettez sur Makerist, vous commencez à faire de la publicité et puis paf, quelqu'un vous dit, votre patron, c'est un patron qui existe déjà, c'est de la copie, gentiment ou pas gentiment. Qu'est-ce que vous faites avec ça en tant que designer? Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous retirez le patron de la vente ou pas? Est-ce que vous dites, ah ben non, ça ressemble à quelqu'un ou pas? Voilà, la question elle est là. Est-ce que vous la retirez ou pas? Alors, qu'est-ce que gagne un designer? Comment gagnent leur vie les designers? Il faut savoir que la majorité des designers ne savent pas vivre de leur patron. Il faut être réaliste. Rares sont les designers, c'est une poignée de designers qui ne peuvent vivre que de leur patron. Si vous regardez attentivement, la majorité des designers ont soit une marque de laine, soit sont teinturiers, soit vendent des sacs de tricot, soit travaillent dans un magasin de laine, ou travaillent dans le monde textile d'une autre manière. Et ça, ce sont pour les designers les plus connus. Les autres, ils continuent à travailler à mi-temps ou à temps plein. Et donc, le travail de design, c'est un travail qui est accessoire, qui est en plus, qu'ils prennent sur leur temps de loisir, sur le temps qu'ils passent avec leurs enfants, qui vont peut-être se coucher beaucoup plus tard pour pouvoir travailler. Et donc, ces designers, ces petits designers-là, qui sont légion, parce que c'est la majorité des designers, eh bien, ces petits designers-là, ils produisent pas énormément. Donc, vous imaginez bien que tout ce dont je vous ai parlé juste avant, si on demande à un designer qui sort 6 patrons par an, eh bien, t'en retires un de la production, vous imaginez que c'est un sixième de sa production de l'année. Qu'est-ce que ça a comme coût? Donc la majorité des designers ne savent pas gagner leur vie avec leur patron. C'est un plus, c'est du beurre dans les épinards, mais ce n'est pas
leur salaire et c'est pas ce qui permet de pouvoir payer les taxes, surtout, en Europe où on est blindé de taxes. Vous pensez bien que c'est pas ça qui fait vivre, c'est un métier qui se vit par passion et pas par, esprit vénal. On ne peut pas vivre de ça si on est vénal, c'est impossible, c'est un créatif. Pensez un peu aux peintres les plus connus, dont on vend des toiles maintenant à millions d'euros. Ces peintres en général, ils vivaient comment? Rares sont les peintres qui vivaient de leur passion. Souvent, ils étaient pauvres, souvent, ils vivaient dans des conditions pas idéales. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les designers, moi, je suis bien lotie, je ne peux pas dire le contraire, mais réfléchissez un peu en vous disant, ben, tout le monde n'est pas un grand nom du design. Donc, en arriver à dire, je vais retirer mon patron, ça a un coût. Donc là, moi, je me pose la réflexion de me dire, voilà, ça a un coût. Est-ce que demander à un designer de retirer son patron, ça ne va pas le mettre complètement à plat? Il faut savoir que, vu l'investissement que ça a pris pour créer un patron auparavant, donc mine de rien, ça part de plusieurs centaines d'euros à voire quelquefois beaucoup, presque milliers d'euros, hein, ça dépend un peu là où on est. Alors, milliers d'euros, il faut déjà y aller parce que c'est loin, mais c'est plusieurs centaines d'euros, certainement, de toute façon. Est-ce que demander à un designer de retirer ça ne va pas le plonger dans le fait de devoir fermer son entreprise? Parce que quand on commence, eh bien, il faut du temps pour se dégager un salaire, il faut du temps pour que la société commence à tourner. Donc, est-ce que de lui dire non, ce patron-là, tu dois le retirer, ne va pas mettre son entreprise en difficulté, déjà? Tout le monde ne peut pas se permettre de retirer un patron. Quand on est un grand designer connu, alors je pense que vous savez de qui je parle et de qui je parle. Plusieurs personnes qui ont retiré leur patron. C'est chevaleresque de leur part parce que ces personnes-là ont référé à d'autres designers en disant bah, écoutez, mon patron ressemble, moi je préfère le retirer, mais allez voir parce que c'est plutôt telle personne. C'est chevaleresque. Je ne critique pas le designer qui choisit le fait de retirer son patron, mais je pense qu'il ne faut pas non plus critiquer les designers qui décident de ne pas retirer leur patron. Parce que certains peuvent se le permettre et d'autres pas du tout. Il faut savoir que celui qui a envie de retirer son patron quand il a un catalogue de 25 patrons et qu'il a un catalogue de 300, 400 patrons à son actif et qui vont énormément, ça n'a pas le même impact que celui qui commence à designer et qui, chaque design a un coût et est une réflexion en se disant est-ce que je m'ose me lancer ou pas. Donc, ça peut mettre en jeu enfin, ça peut faire du tort, en fait, de retirer un patron. Donc moi, j'ai un peu peur qu'en retirant un patron, en prenant le rythme de retirer un patron parce qu'il ressemble vaguement à un autre patron, alors est-ce que réellement il ressemble? Ou est-ce que plutôt celui qui retire le patron n'a pas envie de buzz négatif et dit moi j'ai envie de je le retire et tant pis pour mon design et de toute façon j'ai assez pour vivre. Est-ce que ça va pas avoir, il va pas y avoir des attentes irréalistes de la part des personnes qui regardent les réseaux sociaux et des tricoteurs? Donc moi, j'ai peur que ça ne fasse un précédent, en fait, que le fait de retirer des patrons de la part des grands noms, on ait la même attente vis-à-vis des petits designers. Or, je trouve que ce n'est pas cohérent, c'est pas correct pour les petits designers. En plus, j'ai un peu peur que ça impacte le fait que certains veulent se lancer. Parce qu'ils vont se dire: «Ah oui, mais non, mais mon patron, il ressemble trop à celui de machin. Donc s'il ressemble trop à celui de machin qui est très connu, j'oserais pas me lancer» et donc pour finir, ça appauvrit le nombre de designs qui vous sont proposés et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que machin qui est très connu, a écrit d'une certaine manière, ça vous conviendra peut-être pas et peut-être que c'est le petit designer, qui vient de se lancer, qui lui a trouvé moyen de vous parler et d'être la personne qui vous touche le plus, en fait. Voilà. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous êtes très connu et que vous avez une grande présence que vous êtes forcément meilleur que les autres. Il y a une multitude de petits designers et de designers moyens, dont je fais partie, qui écrivent très bien, qui travaillent très bien, et on le sait bien, la célébrité, elle ne vient pas parce que vous travaillez dur et que vous travaillez efficacement et que vous êtes bon. C'est quelquefois très intangible, la célébrité. Alors, il y en a qui ont une célébrité parce que réellement, ils sortent du lot, mais il y en a d'autres, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils sont célèbres. Voilà. Donc, c'est toute une série de réflexions que je me pose et que Barbara se posait, elle l'a fait en anglais. Je pense qu'il y a
des choses à remettre à plat dans le monde du design pour le moment. Des attentes de la part enfin, c'est l'impact des réseaux sociaux, il n'y a rien à faire. Et on ne sait pas, en tant que designer, se passer des réseaux sociaux parce que c'est notre vitrine. C'est comme ça, on travaille tout seul. Il ne faut pas oublier que même les grands noms, ils travaillent majoritairement seuls. Donc les attaques que l'on fait vis-à-vis des grands noms, ce n'est pas gratuit. Ça a un coût sur la personne. Ça a un coût psychologique certain, indéniable. Surtout si vous êtes quelqu'un d'honnête, si vous êtes quelqu'un de sain, si vous êtes quelqu'un d'équilibré, que vous savez que vous n'avez pas à copier qui que ce soit, eh bien, ce genre d'attaque, en fait, ça vous coûte psychologiquement à chaque fois. Mine de rien, il suffit d'une critique négative pour que ça en ça en démolisse 10 de positifs. Donc, je pense qu'il y a vraiment une conduite à tenir en tant que vous, tricoteur. Alors, je dis vous, parce que je me parle en général, je ne parle pas nécessairement des gens qui me regardent, mais je pense que la conduite à tenir, c'est quand vous voyez quelque chose qui ressemble, posez-vous la question d'abord de est-ce que réellement ça ressemble? Est-ce que ça vaut la peine de faire cette réflexion? Est-ce que le patron n'est pas tellement basique que oui, réellement, ça ne vaut peut-être pas la peine de faire cette réflexion? Est-ce que vous ne feriez pas bien de contacter d'abord le designer, soit de plagier, soit celui qui fait le plagiat. Parce que quelquefois, celui qui est soi-disant plagié, il n'a pas envie de ce genre de publicité et il a juste envie qu'on lui foute la paix. Donc, contactez la personne avant de poster un commentaire sur les réseaux et de faire remuer ce qu'il ne faut pas. Adressez-vous aux personnes en privé avant de dire « ouais, c'est une attaque, tu nuis à machin, machin ». Ça ne sert à rien. La majorité du temps, c'est faux et c'est de la pure coïncidence. Donc, je vous demande là, cette vidéo là, elle est exprès pour ça, de vous poser la question de vos actes et vos paroles quand vous postez des commentaires, quand vous dites ça ressemble à ça. Parce que ça n'est pas gratuit, ça a un impact sur le business de certaines personnes, même sur des grands noms. Et maintenant, on en est à une heure où il suffit qu'un patron soit considéré comme copié ou qu'elle soit considérée comme portant une image négative pour que ça impacte toute la ligne de ce que le designer a produit. Et ça peut provoquer des gros problèmes parce que, ben voilà, parce que par exemple, on a décidé de ne plus acheter chez lui parce que, ah non, c'est un copieur. Or, c'est faux. C'est un hasard la majorité du temps. Et donc, ça peut avoir des réels impacts sur le design, ça peut avoir des impacts sur ce qu'on vous propose, ça peut avoir des impacts psychologiques sur le designer, ça peut tout simplement vous priver de choses innovantes. Voilà, parce que, eh bien, moi je suis désolée, mais si on m'attaque en me disant « ouais, c'est de la copie, machin », j'aurais peut-être pas envie de reproduire la même chose et je regarderai peut-être à 3 fois avant de publier quelque chose, ou je n'aurais plus envie de publier. Voilà pour cette petite vidéo. Elle était courte. C'était pas le genre de vidéo que j'avais forcément envie de faire. Je sais que ça ne va pas attirer que des commentaires positifs comme d'habitude, mais je trouve que c'était important de parler de ça parce que ça agite beaucoup, beaucoup, beaucoup la sphère pour le moment. Enfin, pas que le tricot d'ailleurs, hein. Je pense qu'on est vraiment dans une période où on attaque beaucoup les gens pour X ou Y raison, quelquefois sans même la moindre preuve en fait. Et en fait, quand on attaque quelqu'un, ben moi je suis désolée, c'est à vous à fournir la preuve avant que ce ne soit la personne qui soit attaquée qui doit fournir la preuve. Jusqu'à preuve du contraire, une personne elle est toujours innocente avant qu'on puisse prouver qu'elle est fautive. En Europe, c'est comme ça en tout cas. Donc, eh bien, voilà quoi, c'est un peu ce qui se passe pour le moment et je trouve ça très dommage. Ça a vraiment un impact très négatif. Je trouve qu'aussi ça crée un climat ultra malsain, je trouve pour le moment, et de conformisme, les gens n'osent plus sortir de leur zone de confort, parce que dès qu'ils sortent de leur zone de confort, on va leur dire « ah oui mais non mais tu copies, ah oui mais non machin, ah oui mais non ceci, ah oui mais non cela », et donc on en est vraiment à une période du politiquement correct. Alors il y a des choses à ne pas dire, on est bien d'accord, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses qu'il faut respecter, il faut respecter la sensibilité de chacun, mais il y a des fois ça va vraiment trop trop loin, et c'est bien beau de respecter la sensibilité de chacun, mais les personnes qui postent en général des commentaires très agressifs, elles font-elles preuve de sensibilité? Donc, voilà pour cette vidéo. Il y en aura une la semaine prochaine plus joyeuse, j'espère. J'ai posté ce matin une vidéo pour vous parler du Mystorical, parce que je lance un Mystorical au mois de novembre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous allez retrouver les infos bientôt, notamment dans ma newsletter, sur mon compte Instagram, et je ferai une vidéo YouTube sur le sujet.
et ce sera à samedi prochain.